Après la pause, la peur d'un réfugié qui, depuis son exil au Canada, fait trembler le gouvernement de la Colombie. Quand ils m'ont appelé à minuit ici, je me suis dit, ils ont tué ma famille. Il vit terré au Canada avec sa famille depuis 5 ans, caché dans un lieu secret, mais il fait trembler le gouvernement colombien. Il est sans éducation et analphabète, mais son témoignage, recueilli ici, a déjà envoyé plusieurs politiciens en prison. On a tenté de l'assassiner pour le faire taire, mais rien n'y fait. Il continue de parler. Ce réfugié colombien se nomme Jairo Castillo Peralta. Autrefois collaborateur des groupes paramilitaires liés au trafic de drogue, il sait de quoi il parle lorsqu'il accuse des dirigeants colombiens d'avoir organisé des meurtres et des massacres de civils innocents. Novembre 2006, 3h30 du matin. Jairo Castillo rentre à la maison après avoir reconduit sa femme au travail. Une camionnette sans plaque est garée devant chez lui. Tout de suite, il se méfie, parce que dans son pays, il est encore recherché par des tueurs. Alors je passe tout droit, j'avance un peu pour me stationner, et je vois la camionnette qui se déplace et qui va se garer un peu plus loin, les phares allumés. La camionnette fait demi-tour et la poursuite commence. Je m'approche du feu de circulation. Ils accélèrent en pensant que le feu va changer de couleur, mais heureusement, le feu devient vert. Je peux passer et je vais directement à la police. Les policiers n'ont jamais retracé le véhicule. Quelque part au Canada, ce père de famille de 37 ans a de la chance d'être encore vivant aujourd'hui. Le Canada lui a accordé de toute urgence l'asile politique en 2002. Jairo Castillo Peralta a été le témoin de l'organisation de nombreux meurtres et de massacres par des personnages haut placés de la politique proches du gouvernement colombien. On a tenté d'acheter son silence, de le terroriser, puis de l'assassiner. Quand je me suis jeté par terre, ils ont tiré une balle et c'est en tombant que la balle m'a attrapé. Vous voyez, 9 mm. Et elle est sortie par derrière. Jairo est originaire de la Colombie, un pays de 45 millions d'habitants ravagé depuis près de 40 ans par une guerre civile. Chaque année, plus de 20 000 personnes sont assassinées là-bas, un des pires pays au monde. Jairo a quitté cet enfer avec le sentiment qu'il pourrait vivre en paix avec sa famille, s'intégrer à son nouveau pays. Mais son passé le poursuit et il doit encore se cacher. Jairo Castillo Peralta demeure quelque part dans une petite ville du Canada avec ses 4 enfants et sa femme Clara. Qu'est-ce que ça représente, cette croix avec les noms? Ok, ça représente les amis à Jairo qui sont morts. Avec notre confrère de Radio-Canada International, le journaliste Pablo Gómez Barrios, nous avons voulu retracer l'histoire exceptionnelle de ce réfugié qui, même de loin, continue à faire trembler des chefs de guerre puissants dans son pays. Nous avons pris l'avion pour la Colombie et le département de Sucre pour revivre les événements qui ont conduit Jairo à l'exil. Toute sa famille est encore là-bas. À cause de lui, elle aussi est menacée. C'est elle qu'on va rencontrer. ¿Y cómo se llama tu hermana? Luciana. Quelques heures plus tard, nous atterrissons à Corozal. Nous sommes maintenant dans le pays des paramilitaires. Luciana, la sœur de Jairo, va nous conduire à Sucre. Le département de Sucre se trouve dans la partie Caraïbe, au nord-ouest de la Colombie. Ces dernières années, la zone est la plupart du temps inondée, au point que les bateaux ne suivent pas le cours des rivières et prennent à travers champs. C'est une région de grands éleveurs de bétail et de petits propriétaires terriens. Pour se rendre chez le père de Jairo, il faut traverser ces zones où la guérilla a été très active. Dans ces endroits, de nombreux affrontements ont eu lieu entre l'armée, la guérilla
et les paramilitaires faisant de nombreuses victimes. De simples citoyens sont pris en étau entre les soldats, la guérilla et les milices paramilitaires armées par les grands propriétaires terriens. Sucre, c'est une ville du département du même nom. On ne peut y accéder que par bateau. Il n'y a pas de voiture ici, juste des vélos et des motos. Toute la famille de Jairo nous attend. Quand ses parents vivaient à Sucre, le célèbre écrivain Gabriel García Márquez y a puisé le fait divers qu'il a immortalisé dans sa Chronique d'une mort annoncée. Cette mort annoncée, c'est monnaie courante à Sucre, en pleine guerre civile, et c'est justement le destin auquel le Canada a permis à Jairo Castillo Peralta d'échapper. Et c'est là, à Sucre, que toute la famille de Jairo Castillo s'est refaite une vie. Cette famille de paysans se retrouve en ville où tout le monde se débrouille dans la boulangerie, la radio locale, le commerce. Les parents sont âgés. Le père a la larme à l'œil quand on évoque la ferme qu'ils ont quittée, quand on parle de son fils Jairo. ¿Y usted sí cree que Jairo regrese algún día? Yo sí creo. Por favor de Dios que tiene que regresar, ¿no es así? Jairo d'ailleurs reste en contact et appelle souvent. Ah, aquí estamos, están filmando. La famille Castillo Peralta est tout entière à la merci de ce qui arrive à Jairo. Ainsi, ils n'ont jamais osé retourner sur la ferme familiale, par crainte d'un attentat des anciens patrons de Jairo. Ça fait 8 ans que la famille vit en exil à Sucre. ¿Tiene esperanza de volver un día a la finca? Yo sí tengo ganas de ir. A vivir o a morir. Son père aimerait retourner un jour sur sa terre, sa finca, même si elle est située en plein cœur d'une zone dangereuse. À quelques heures de bateau, il nous mène à la ferme où il pratiquait surtout l'élevage. Cette famille de paysans travailleurs vivait sur cette terre depuis plus d'un siècle. Je viens d'une famille pauvre. On a une petite terre dans une région agricole où on cultive le riz. Moi, j'ai toujours essayé d'être un chef de famille, bien que je n'ai pas étudié. Mes frères, eux, ont fait le primaire et le secondaire, mais moi, je suis toujours resté aux côtés de mes parents. Ils ont tout perdu depuis le jour où la guérilla est passée par là, et où les paramilitaires se sont mis à menacer tous ceux qui avaient eu un simple contact, ne serait-ce que donner un verre d'eau, avec la guérilla. C'est là que Jairo a pris la décision fatidique, celle de travailler pour les grands éleveurs de la région qui dirigeaient les groupes paramilitaires et commandaient les meurtres et les massacres. Le plus important de mon témoignage, c'est à propos des grands éleveurs qu'on assassine dans la région. Ils ont beaucoup d'argent, alors on nous dit qu'il faut les tuer pour récupérer leurs biens et surtout racheter les actions qu'ils possèdent dans les entreprises. On nous dit qu'il faut tuer tel type, alors on le tue. Jairo servait de courrier et d'intermédiaire, de garde du corps et de chauffeur. L'homme de confiance en sorte des grands éleveurs et du gouverneur de l'État de Sucre, Salvador Arana. Comme il ne savait ni lire ni écrire, on ne se méfiait pas de lui. Mais il a une bonne mémoire et il faisait des photocopies. Alors ils disent, il faut en finir avec le village de Salao, ce ne sont que des guerrieros. À partir de là, chacun met son argent. Et c'est comme ça que le groupe a organisé le premier massacre. Et toi, tu étais là, tu as vu tout ça. Oui, j'y étais. J'ai vu Madame Emilce Lopez envoyer 30 millions de pesos pour faire le massacre du village de Salao. Elle a demandé que le travail soit fait dans un délai d'1 mois et c'est ce qui a été fait. Au cours des 8 dernières années, c'est plus de 350 massacres qui ont été commis dans des petits villages du nord de la Colombie. Jairo se souvient de celui de Chengue en 2001, au cours duquel 26 personnes, peut-être davantage, ont été assassinées par des paramilitaires opérant en collusion avec les forces armées. Ils semaient la terreur et beaucoup de gens avaient peur. Évidemment, ils avaient massacré 25 paysans avec des bâtons, des pierres. Ils ont même tranché des têtes à la hache. Ça a impressionné tout le pays. Ça briserait le cœur de n'importe quel politicien.
Mais je n'ai jamais participé au meurtre de qui que ce soit. Oui, j'ai obéi à des ordres. Apporte le papier à un tel, apporte l'argent à un tel autre. Tomala est un de ces hameaux le long de la rivière. Loin de tout, pas de route, pas d'infrastructure. Des paysans pauvres, des proies faciles pour les groupes armés. Pour les gens de Tomala, Jairo est un héros. Il a sauvé la vie à bon nombre d'entre eux et ils s'en souviennent. Gracias a él, viendo tanta masacre que hubo aquí en la comunidad, que murieron más de 15 personas inocentes, nosotros teníamos que huir corriendo. Si él no hubiese estado presente en Sincelejo, nosotros hoy en día esta comunidad no existiera. Un saludo para él donde se encuentre. Besos y abrazos de parte de la comunidad tomalera. Jairo a récolté dans le village 7 millions de pesos, 6 000 $. C'est ce que ça coûtait pour réaliser le massacre. Les villageois et Jairo ont payé et la tuerie a été évitée. Ses patrons ont trouvé que Jairo n'aurait jamais dû faire ça. Ils se sont dit, il faut tuer Jairo pour en finir avec cette histoire. Il ne faut pas laisser de preuves. Jairo est notre ennemi. Jairo ne supporte plus les massacres. Il veut quitter les paramilitaires. Non seulement il refuse de le laisser aller, mais il tente de le tuer chez lui. Ils ont ouvert la porte arrière de la voiture et m'ont tiré dessus avec la mitraillette. Jairo survit. Il se remet de ses blessures et il décide de parler, de tout raconter. Il dénonce ses anciens maîtres et son témoignage est recueilli par la procureure Yolanda Paternina. On tente de l'acheter pour qu'il se taise. Il refuse. On le prévient que s'il continue à témoigner, la procureure sera assassinée. C'est le sénateur Alvaro Garcia et le gouverneur Arana qui ont organisé son meurtre. Et alors elle est morte? Oui, elle est morte. C'est la chronique d'une mort annoncée, parce que je l'ai avisée 15 jours avant. Jairo parvient à se faire admettre au programme colombien de protection des témoins. Pendant 1 an, avec sa proche famille, il restera enfermé entre 4 murs sans jamais pouvoir mettre le nez dehors. Ils seront tous finalement évacués de toute urgence vers le Canada. On lui accorde l'asile politique. Après la pause, l'enjeu autour de ces massacres, le trafic de la cocaïne. C'est un pouvoir mafieux, dictatorial, un genre de Hitler, mais avec de la cocaïne. En Colombie, Jairo Castillo a ouvert une boîte de Pandore en accusant des politiciens haut placés, proches du pouvoir, d'avoir organisé un grand nombre d'extorsions, de meurtres et de massacres. Les grands délinquants sont au Sénat. Ils sont dans les meilleurs postes. Les meurtriers ne sont pas seulement les guerrilleros et les paramilitaires. Les meurtriers, c'est aussi le gouvernement lui-même. Le gouvernement est celui qui tue le plus. Son témoignage est resté secret pendant 2 ans. C'est cet homme, Gustavo Petro, député et aujourd'hui sénateur, qui rendra public les accusations de Jairo en plein congrès. Une bombe, un témoignage crédible selon lui. C'est un témoin clé, ce qui le place dans une situation très risquée. C'est un des témoins les plus importants pour comprendre l'histoire des paramilitaires dans ce pays. Ce n'est même pas du paramilitarisme. C'est un pouvoir mafieux, dictatorial, un genre de Hitler, mais avec de la cocaïne. L'enjeu, c'est donc le marché de la cocaïne. Et la région de Jairo, Sucre, possède plusieurs avantages pour les groupes paramilitaires. La nécessité de contrôler les routes du narcotrafic, les ports par lesquels sortent les bateaux et les embarcations qui transportent la cocaïne, tout ça a obligé la mafia à exercer un contrôle strict de la société dans ce genre de région. Le témoignage de Jairo Castillo a aidé le sénateur Gustavo Petro à mieux comprendre pourquoi il y avait eu tant de massacres dans cette région.
Et pour tous ces massacres, Jairo Castillo dénonce une brochette de très hauts personnages proches du président Álvaro Uribe. Puis arrive le massacre du village de Chengue. C'est le gouverneur Arana qui l'organise. Le sénateur Álvaro García a parlé à un éleveur pour faire envoyer les paramilitaires là-bas. Álvaro García Romero était sénateur de Sucre. Et son ancien patron, Salvador Arana Sud, gouverneur du département de Sucre. Le témoignage de Jairo et les révélations du député Gustavo Petro feront long feu. Il n'y aura aucune accusation publique, aucune arrestation. Les anciens patrons de Jairo sont bien en sécurité dans des postes diplomatiques à l'étranger. Jairo ne veut pas en rester là. 5 mois plus tard, il décide de contacter directement la Cour suprême de Colombie. Cette fois-ci, on le prend au sérieux. Je ressuscite le cas. La Cour se base sur mon témoignage. Dans tout ça apparaît l'ordinateur du chef paramilitaire Jorge Quaranta. La Cour se rend compte que l'ordinateur de Jorge Quaranta est lié à mon cas et que tout ce que j'ai dit était vrai, que ce n'était pas une invention, pas un film. 5 jours plus tard, le sénateur Álvaro García Romero est arrêté en novembre 2006. Il est accusé de plusieurs meurtres. Même chose pour son adjoint Éric Maurice. De son côté, le gouverneur Salvador Arana Sud est en fuite. Il est recherché par les polices de 134 pays. Comment expliquer que Salvador Arana est libre? Que non seulement il est libre, mais qu'il a été ambassadeur de la Colombie au Chili et un des cadres importants de la campagne du président Uribe dans la province de Sucre. El testigo. Jairo Castillo, principal testigo contra los congresistas. Álvaro García. Jairo fait les manchettes en Colombie. Le témoignage, qui a été consigné officiellement par les services du procureur général, refait surface. Les radios, les journaux l'appellent ici au Canada pour l'interviewer. Jairo devient inquiet, surtout pour sa famille. Il se sent encore moins en sécurité au Canada. Quand il voit arriver d'autres réfugiés de Colombie, il a peur que ses ennemis y infiltrent un tueur pour finir le travail et l'assassiner. Le gouvernement canadien devrait lui fournir plus de protection. Il ne le protège pas. C'est une de leurs responsabilités. Ils devraient le protéger davantage. Le gouvernement canadien ne connaît pas la Colombie et les services diplomatiques ont failli à leur tâche. Et lui-même, que devrait-il faire? À sa place, je n'aurais pas dit où je me trouvais, mais je crois qu'il est déjà trop tard. Jairo Castillo implique aussi le cousin du président de la Colombie, le sénateur Mario Uribe, ce que d'autres sources confirment dans la presse colombienne. Mario Uribe est proche de 2 éleveurs qui ont des liens avec les paramilitaires. Un des 2 ne s'est pas encore rendu. Il n'est pas entré dans la négociation. Et pourtant, je l'ai dénoncé. Pour l'instant, Jairo ne veut pas préciser davantage ses accusations. Il attend la visite d'un enquêteur de Colombie pour recueillir son nouveau témoignage, car il est maintenant officiellement témoin de la Cour. Jairo n'a pas vu sa famille depuis 5 ans. Les arrestations ont eu l'effet d'un coup de tonnerre pour sa famille qui restait à Sucre. Jairo s'inquiète. J'ai pressenti que le pire pouvait arriver. Quand ils m'ont appelé à minuit ici, je me suis dit, ils ont tué ma famille. Je ne suis toujours pas tranquille. Tant que je n'aurai pas parlé avec eux de ce passé, de cet enfer, j'ai fait ça pour les sauver et le pays ne le sait pas. Je ne suis pas rentré là-dedans parce que je le voulais, mais parce que j'étais obligé pour sauver notre famille qui est née dans une terre de guérilla. Lorsqu'on les a rencontrés, son frère aîné Clemente croyait que lui et sa famille étaient relativement en sécurité en ville, tant qu'ils ne quittaient pas Sucre, la population qui les connaît bien et les estime les protégeait suffisamment. La famille de Jairo Castillo, par exemple, est en grand danger de mort.
Une des techniques des paramilitaires les plus efficaces pour contrôler les témoins, c'est la séquestration de la famille directe, avec des menaces de mort. Mais depuis l'arrestation des grands chefs paramilitaires, les membres de sa famille ont reçu des menaces. Il y a eu des tentatives d'enlèvement d'un des frères, Juan. Ils ont dû quitter Sucre. Ils se cachent à Bogota. Cette fois, comme ils sont sur place, ils ont demandé formellement l'asile politique au Canada. Le témoignage de Jairo coïncide avec celui de chefs paramilitaires en Colombie qui tentent de négocier avec le gouvernement des peines de prison réduites s'ils confessent plusieurs de leurs crimes. Les noms, les faits, meurtres et massacres commandés et annoncés correspondent. Les anciens patrons de Jairo et les politiciens de Sucre ne peuvent plus échapper à la justice colombienne. Ils ne sont pas les seuls. Les dénonciations de Jairo Castillo ont déclenché une cascade d'autres accusations qui ont conduit à une quinzaine d'arrestations, dont 8 membres du Congrès. Ce n'est qu'un début, on n'a encore rien vu. Jairo considère qu'il a fait son devoir envers son pays et surtout envers les nombreuses victimes de ses anciens patrons. Maintenant, tu les dénonces. C'est comme une façon de payer ta dette. Payer une dette au pays, à ses victimes. Et pour que moi, j'ai la conscience tranquille. Jairo Castillo a la conscience tranquille, mais quant à sa sécurité, même ici au Canada, rien n'est sûr. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. Vous pouvez également revoir tous nos reportages en visitant notre site Internet. Notez aussi qu'Enjeu est rediffusé le samedi sur RDI et le jeudi de la semaine prochaine à la première chaîne.